Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire puisque c'est le lundi et le vendredi que vous retrouverez votre émission Café Bord à 20 heures. Et ce soir nous allons accueillir quelqu'un qui est plein d'anecdotes parce qu'il a un vécu, il a un parcours et comme beaucoup de gens qui passent ici, mais là vous allez découvrir quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest, d'un petit pays, je crois que ça s'appelle le Sénégal, mais je suis pas très sûr. Donc ce soir on va accueillir Bounama, Kaby Bounama Silla, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. On ne pouvait pas ne pas vous inviter. Vous faites partie de ces gens qui font la vie de la société française, quoi. Vous faites ces personnages qui font le lien entre la jonction, entre l'Afrique, le trait d'union entre l'Afrique. C'est qui est Bounama, Kaby Bounama? Écoutez, moi je me définis en tant qu'autodidacte, parce que je suis autodidacte. Je viens du Sénégal, d'une ville qui s'appelle Tambacounda. Et donc, j'ai ma famille Tambacounda, ici, c'est une province très éloignée. qui est à 500 km. C'est à 500 km de Dakar parce que c'est Tambacounda. Et à l'époque, pour aller de Tambacounda à Dakar, il fallait quelques jours de marche. Exactement. C'est 500 km. Il y avait le train Dakar-Bamako qui passait par Tambacounda. C'était une ville qui est très très vivante. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que on a tué les terroirs dans ces endroits. Et qu'aujourd'hui, c'est l'exode. Tous les jeunes sont partis de la ville. Et c'est vraiment triste, c'est une très belle ville avec un beau parc. Mais vous savez, c'est ça, on devait penser plus à conserver nos terroirs parce que c'était très très important. Donc je suis sénégalais qui vit à Paris depuis maintenant, parce que j'ai de la famille ici qui vit maintenant depuis une dizaine d'années. Et donc depuis 2003, ça fait plus de 10 ans. Et donc, je suis aujourd'hui retourné au Sénégal. Je suis chef d'entreprise et mon groupe s'appelle CBS, Conseil en Business Social. Voilà, je sais que vous êtes président de CBS, mais vous avez fait beaucoup de choses, donc on va y venir. Alors, vous êtes né dans la région de Tambacounda, parce que moi, quand j'entends la région de Tambacounda, pourquoi ça me parle? Parce qu'en 58, quand Mamadou Dia a été destitué, c'est parce que tous ces soutiens qui étaient de cette région-là, beaucoup de députés n'ont pas pu venir. Et donc, à l'époque, Senghor en a profité pour destituer Mamadou Dia au Sénégal, qui était quand même quelqu'un qui donnait des leçons de socialisme, y compris à des jeunes députés comme Michel Rocard. Oui, je ne connais pas très bien cette histoire, ce que vous m'apprenez, et je suis très heureux que vous connaissez l'histoire du Sénégal. Bon, Senghor, c'est un grand homme, tout le monde connaissait Senghor. Senghor fut le premier président du Sénégal, un président qui était poète, qui était le premier noir à être député français d'ailleurs, qui était ami avec Aimé Césaire, un grand homme. C'est vrai que autant ça ne devait pas être facile. Je ne connais pas cette époque, mais je sais que s'ils n'ont pas pu venir... À l'époque, c'était un régime ministériel, ils ont décidé Mamadou Dia qui était Premier ministre, donc c'était le régime qui a truc. Et donc c'est pour ça que je disais ça, mais c'est anecdotique, puisque c'est pour dire que c'est comment était le Sénégal. Bien sûr. Et qu'il y avait au Sénégal des grands hommes politiques, il ne faut pas l'oublier. Il y en a toujours d'ailleurs, vous allez nous en parler. Ah, bien sûr. Il y a toujours, et l'Afrique a des grands hommes politiques, ce qu'il faut se travailler. Donc vous avez grandi à Tambacounda, alors à partir de quel âge vous avez bougé Moi, je venais très souvent parce que j'avais de la famille ici depuis mon très jeune âge, et j'ai décidé de m'installer depuis 2003. J'avais à peu près 19 ans. Mais vous avez un grand frère, je ne veux pas dévoiler moi qui est votre grand frère, mais vous avez un grand frère qui a été ici, qui a fait quelques petites bricoles par-ci par-là. Ouais. Mais vous savez, quand on est dans une famille, c'est comme quand vous arrivez dans une famille de footballeurs. Tout le monde est footballeur. Moi, j'ai appris que ça. Mon frère a fait des choses extraordinaires. Moi, d'ailleurs, un jour, j'ai rencontré des hommes politiques. C'est comme ça que j'ai eu mes papiers. On m'appelle l'ex-sans-papier qui fait bouger les cités. On m'a dit, mais Fodé, c'est votre frère. J'ai dit, oui. Mon grand-père a fait la guerre pour la France. Mon grand frère a aidé ce pays. C'est à mon tour de faire mes preuves et d'aider ce pays. Alors Fodé, c'est Fodé Silla, qui a été président de SOS Racisme pendant longtemps, et qui est maintenant ambassadeur itinérant du Sénégal. Oui, c'est quelqu'un de très dynamique, qui a fait ses preuves. Fodé, on le salue, si on regarde. Exactement, qui a fait beaucoup de choses, et moi, c'est mon référent. C'est là où j'ai tout appris, c'est la vie. Quand vous arrivez dans une famille, tout le monde est footballeur, l'autre il devient footballeur. Yannick Noah, son père était tennisman, lui il est tennis. Après, son fils devient... C'est là où j'ai beaucoup appris. J'ai vu pas mal de choses. Mais ce militantisme vient de mon père. Mon père
Voilà, c'est ça ce que j'allais vous dire, parce que Exactement. parce que c'est vrai qu'à la fois vous dites, vous avez cette humilité, vous dites, j'ai beaucoup appris de Fodé, parce que mais je pense que vous existez par vous-même, Bouna. Parce que moi, je peux vous appeler Bouna parce qu'on se connaît. Bien sûr, c'est Bouna que vous appelez Bouna. Bien sûr. Bouna, je trouve que, en fin de compte, vous n'êtes pas dans le même registre que Fodé. Donc, vous avez peut-être cette fibre militante qui est de votre père, mais vous avez votre propre personnalité, Bouna. Exactement. Vous êtes dans un secteur vous avez fait des choses par vous-même. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je suis arrivé, et je voulais me bagarrer comme tout le monde, j'avais juste une petite idée qui était d'organiser un festival dans ma ville au Sénégal, Tambacounda. Et comme j'étais rappeur, et je me suis dit quoi, pour financer ce projet, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai regroupé 50 artistes pour mettre ce CD en place. En tant qu'autodidacte, je n'ai pas pu continuer mes études en France parce que j'étais vraiment dans cet esprit du rap. Parce qu'au Sénégal, il faut comprendre une chose. Quand on commence le rap, on arrête tout. On se consacre que sur ça. J'avais arrêté les études et après, j'ai eu la chance d'être là. Et mon idée, c'était d'organiser un festival de ma ville. Tout est arrivé comme ça. J'ai fait un CD avec 50 artistes. Des artistes qui d'ailleurs, hier, j'étais avec un ami de génération. On parlait et je disais, tu sais, c'est le hip-hop qui m'a sauvé, moi. Et après ce CD, j'ai pu mettre 5 communes qui ont participé à ce projet, qui sont Villeneuve-la-Garenne, Cachan, Boson, Cergy. J'ai beaucoup travaillé avec Eugène Arimoré. Et mon premier grand concert, j'ai regroupé ces artistes à l'UNESCO. C'était le 2 juillet 2005 à l'UNESCO. Je me souviens, oui. Et j'avais pas de papier en ce moment. Et j'ai monté à peu près comme ça. Et après l'UNESCO, j'ai monté un projet avec Arte qui s'appelle Arte Cité, un tremplin pour les talents des cités. Je n'avais pas de papier. J'ai monté aussi... Oui, quand je disais papa, il faut dire que vous étiez clandestin. J'étais parce clandestin. Que je voudrais que vous expliquiez ça. Parce que j'étais clandestin, c'est pas parce que vous étiez clandestin, le clandestin le plus connu de France, quoi. Parce que vous étiez avec tout le monde, vous allez partout, mais sans papier. Exactement, je ne le disais pas. C'est moi, j'avais mes papiers sénégalais. Et donc, c'est incroyable. Je me rappelle, je montais un projet avec les SEC qui s'appelait Banlieue Works. Je suis venu avec Thierry Sibiet et Benoît Lombrière d'ailleurs, c'est grâce à Benoît et Sarkozy et Jeannette Boukrab que j'ai obtenu mes papiers. Okay? Oui. Et donc, quand je montais ce projet à l'ESSEC, je me rappelle, je suis parti voir M. Bakar, qui était sous-préfet à Cergy. Et donc, je suis parti le voir, on a discuté pendant 3 quarts d'heure, il m'a reçu, je sors de là. J'ai dit, tiens, j'ai oublié de lui dire que je n'avais pas de papier. Tu vois, tu es en face de sous-préfet, vous parlez de projets, de quartiers. Et c'est comme ça que j'ai monté, après plein de projets, j'ai monté une vingtaine de projets. Et d'ailleurs, ce projet de l'ESSEC qui s'appelait Banlieue Works, le théâtre de projet des cités, dont Thierry Sibiet m'a beaucoup aidé, mais aussi Benoît Lombrière. J'avais fait un appel à projet, jeunes porteurs de projets qui sont dans les quartiers. De me l'envoyer. Quelques projets ont été financés par VODA, la Caisse d'épargne de Karl Lacroix. Et quand Hervé Novelli lançait l'auto-entrepreneur, j'avais un ami qui travaillait à la maison de la création d'entreprise qui s'appelle Sabali et m'avait invité et j'ai défendu le projet devant la presse avec Hervé Novelli. Et c'est par là qu'ils ont décidé vraiment de me régulariser, de me donner mes papiers. Et c'est comme ça que j'ai pu... Ouais. C'est vraiment que vous expliquez ça, parce que comment vous êtes régularisé avec le temps et tout, mais vous avez resté longtemps sans papier quand même. Oui, je suis resté longtemps sans papier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué quand on est... Vous savez, je pense que... moi, je me dis toujours, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui aiment la France et qui font énormément de choses. Moi, je ne regrette rien. Ça m'a forgé, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais aussi de dire que nos grands-parents, ils ont fait la guerre pour la France. Parce qu'ils avaient l'amour de la France, ils sont retournés avec rien du tout. Nos tontons ont construit ce pays. Maintenant, ils créent des lois pour expulser des jeunes comme nous, parce qu'ils confondent 2 choses. C'est l'éducation de leurs enfants français, que moi je considère que les Français noirs et les Français arabes, c'est que des Français, parce qu'ils ne connaissent pas du tout l'Afrique. Ils vont en Afrique. On le prend. Vous savez que le mot mort, ça veut dire, à l'époque, ça désigne des groïdes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont trucs. Parce que souvent, on pense que les gens assis musulmans, parce que c'est resté comme ça. Les gens oublient que nous sommes tous issus de la même racine d'humanité. Mais bien sûr, mais je vous explique. Moi, tous mes amis, ils sont nés ici. Ils sont français. Ils ne connaissent pas l'Afrique. OK ? Il y en a plein. Maintenant, on commence à s'intéresser. Ils vont en Afrique. Mais je veux dire que moi, je trouvais que eux,
moi, j'avais un avantage. C'est que moi, on me posait la question, t'es quoi? J'ai dit, je suis sénégalais. Moi, j'étais déjà structuré. Je n'avais pas de problème d'identité. Mais mes amis dans les quartiers, ils avaient un vrai problème d'identité. Ils viennent en France, on les prend pour des étrangers. Ils vont en Afrique, on les prend pour des étrangers. C'est vrai. Et il y avait ce problème qu'ils avaient. Et moi, je n'avais pas ce problème de complexe, ni rien du tout. Moi, on me posait la question, t'es quoi? J'ai dit, je suis sénégalais, toujours sénégalais. Et je veux juste faire comprendre à la France que cette chance qu'ils ont, c'est cette diversité, d'avoir cette diversité des Noirs, des Arabes, des Métis, des Français blancs. Hein. Cette diversité est une chance pour la France. Quel est le pays qui n'aimerait pas avoir ça? Il y a des hommes politiques qui utilisent les uns contre les autres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la France a beaucoup de chance d'avoir cette diversité. Et aussi de dire que des gens comme nous, comme moi, il y en a des milliers, qui aiment la France, qui sont là et qui font de très belles choses. On va y venir avec CBS, parce qu'aujourd'hui, le business, il est en Afrique. Le développement économique, l'emploi pour les Français, il est en Afrique. Parce que c'est comment que ça qu'on va sauver ce business. Mais on va y revenir. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de rap, que le rap vous a sauvé. Alors, je ne peux pas, quand on parle de rap au Sénégal, je suis obligé de saluer Awadi, qui est un rappeur sénégalais, mais un humaniste. J'ai eu la chance de connaître et que je salue, qui est Didier Awadi. Mais c'est fabuleux, c'est un gars qui est engagé, c'est un rappeur engagé. J'étais toujours devant ses concerts et j'ai crié, c'est un grand à moi. Et je me rappelle bien de cette phrase de Didier Awadi qui disait « Il faut repenser tout à la base. Révolutionner, partager, redonner dans l'équité, l'égalité. » Mais on ne peut pas ne pas citer, vous vous rendez compte? Exactement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Comment ne pas citer Didier Awadi quand on parlait de rap? J'ai pensé à Didier Awadi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de hip-hop, on ne peut pas parler de messages forts, mais moi, il m'a fait rêver, Didier Awadi. C'est que quand il dit ce genre de phrase, aujourd'hui, on voit que même la société française aujourd'hui, même dans le monde entier, regardez tout ce qui s'est passé, ça vient d'où? Aujourd'hui, ils ont fait partir le président Ouad, c'était le mouvement hip-hop. Okay? C'était les quartiers en Égypte et en Tunisie. Et quand Diawadi dit il faut repenser tout à la base, révolutionner, partager, redonner dans l'équité et l'égalité, il a raison. Et oui, il a raison. Aujourd'hui, il faut repenser tout à la base. Et toi qui le connais, Bouna, moi qui le connais, c'est l'humilité. Moi, ce qui me surprend chez Didier, c'est que c'est quelqu'un qui est humble, d'une gentillesse et d'une humilité. Alors que c'est une star au Sénégal. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on le connaît moins en France, mais c'est une star au Sénégal. Moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Pourquoi? Autodidacte, je ne parlais pas aussi bien. Par le temps, je me suis fait. Communiquer, je ne communiquais pas très bien. Parce que, et souvent, quand tu fais beaucoup de choses et que tu communiques mal, ou tu ne communiques pas du tout, les gens, ils ont souvent tendance à ne pas te croire si tu montes des projets, des choses. Parce que la base, c'est la communication. Il y a des gens qui foutent rien et qui communiquent énormément. Ok? Moi, je me rappelle, là, avec tous ces projets que j'ai montés, et tout dernièrement, j'étais avec le président Ouad. Le président Ouad, qui est un grand homme. Moi, aujourd'hui, je suis retourné et je me rappelle d'ailleurs, j'étais avec Claude Guéant chez lui en 2014, là, parce qu'après son truc. J'essaie d'apporter, je fais du lobbying au plus haut niveau, ok? Du lobbying avec, pas très formel, mais par des connaissances, je peux prendre mon téléphone, appeler tout de suite. Je me rappelle aussi que Macky, en 2011, quand il venait en France, j'ai dit, ah tiens, j'ai un parrain qui s'appelle Michel Rousseau, qui est président de la Fondation Concorde. J'ai dit, Macky venait à Paris, est-ce qu'on peut organiser un rendez-vous avec le président Macky Sall? Michel Rousseau m'a dit, très très bien, il a amené Paul Alstom Paul Monneron d'Alstom Afrique, plus quelques Dominique Lafont de chez Bolloré. Et j'essaie de... Bolloré Afrique. Oui, exactement, logistique, Afrique, tout ça, ouais, exactement. Logistique. Moi, parce que j'avais compris une chose. Quand on a la jeunesse, on a la communication. Et quand on a la communication, on a les politiques. Qui disait ça, c'était le roi Hassan II. Oui, j'aime bien parce que vous êtes toujours... Ce que j'aime, Bouna, c'est qu'on discute toujours de référence en référence. C'est-à-dire qu'en clair, vous êtes un autodidacte, Bouna, qui s'est beaucoup cultivé. Ouais. On peut dire ça oui. Parce que vous êtes d'une grande, vous êtes une grande culture, puis vous avez fréquenté quand même beaucoup de gens. Vous parlez de Macky Sall, vous connaissez aussi la CEDEAO, c'est pas étranger. Vous connaissez tous les grands du monde africain et avec quelques Français. Depuis 5 ans, je travaille pour l'Action internationale des collectivités, une boîte qui s'appelle Média Contact Service, qui est Médéric Petit, qui m'a pris sur son aile
et qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé dans des pays africains pour que je puisse amener des délégations. Et c'est comme ça que j'ai connu pas mal de délégations. C'est comme ça que j'ai connu, j'ai amené, entre autres, en 2015, une délégation de 100 élus sénégalais, dont le frère du président, qui est aussi un référent pour moi, qui j'aime beaucoup, Aliou Sall, qui est une personne très bien. Et qui est un grand frère que je connaissais depuis longtemps et aujourd'hui le président de l'association des maires. Tout ça m'a appris à rencontrer du monde, à faire des choses extraordinaires. Et ce qui est extraordinaire en tant qu'autodidacte, Bob Marley disait une phrase qui est formidable. Il dit « Heureusement, je n'ai pas fait certaines études, sinon je serais un crétin. » C'est là... Parce que moi, je faisais un mélange de tout, mon ami. Voilà, c'est pour ça que ce que j'aime, pour ça que quand on s'est vu, bon là j'ai dit votre invité, pour moi ça paraît parce que je sais que tu es autodidacte, mais je sais que tu as cette culture. Et c'est de quand tu expliques les choses, ça montre aussi à ces jeunes, peut-être qui nous regardent, ou à ces gens, que les choses sont possibles. Il faut croire en ses capacités, en ses qualités. C'est pas les études qui font l'homme. Ça aide, mais ça ne fait pas tout. Bien sûr. Aujourd'hui, moi je vous dis franchement, je ne regrette pas. Je sais que il y a des gens, ma soeur, elle me taquine toujours, elle me dit, alors toi, si tu avais fait des études, tu allais dire que tu allais te présenter à l'élection présidentielle. J'ai dit, mais si peut-être j'avais fait des études, je serais formaté, je ne serais pas comme ça. Bien moi, j'ai fait un mélange de tout. Je touche là, je touche là, je touche là. J'ai trouvé ma voie. Il fallait que je trouve ma voie. Parce que la vie, ce n'est pas un cadeau. C'est pas non plus... Moi, j'ai passé des moments difficiles, vous savez. Quand on n'a pas de papier, on n'a pas de boulot, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de la débrouille. Il faut tout faire pour il faut survivre, pour survivre, pour se donner les moyens. Et des fois, c'est des hauts et des bas, les gens ne vous comprennent pas. Des fois, on a honte de dire notre situation n'est pas... Mais j'avais cette volonté de faire des choses, ok, de me bagarrer pour les autres. Plus je montais un projet, et plus c'était un kiff pour moi de dire, ah, moi, j'ai pas de mérite. Hein. Une femme qui est au fin fond du Sénégal, qui a 5 enfants, son mari ne travaille pas, qui a des feuilles de menthe dans des calebasses, qui va aller les vendre pour avoir 500 francs CFA pour le faire à bouffer, elle a plus de mérite que moi. Moi, je suis dans un pays organisé. La France, avec tout ce qu'on dit, on peut parler de l'histoire, mais c'est un beau pays. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. J'en veux pas. Les Français même, ils me disent, mes amis, ils me disent, tous les grands intellectuels, que ce soit Philippe Sassier qui m'ont beaucoup aidé, et sa femme, que ce soit les Jean Baudouin, tous les gens que je rencontre, ils disent, mais toi aussi, tu mérites, il faut impérativement, on a besoin des gens comme toi. Mais moi aussi, je remercie la France de m'avoir donné l'opportunité de faire tout ça. Vous savez, tout ce que j'ai à reprocher à des pays comme la France, c'est de dire que quand un jeune vole ou un jeune triche dans un quartier où il prend de la drogue, il n'y a pas besoin de dire Mamadou, Sénégalais, est un voleur ou ça. Mais parce qu'on est une famille. Dans une famille, il y a des bons et des mauvais. Et c'est là où les hommes politiques se trompent. Pourquoi ils veulent faire croire que tous les hommes, tous les jeunes dans les quartiers doivent être corrects? Tu as déjà vu dans le monde entier, tous les jeunes, dans une société, il y a du tout. Mais quand je suis au Sénégal, quand il y a un voleur, ils ne vont pas dire, ils vont pas dire aux médias, alors c'est un voleur, ou c'est un dealer, ou alors il est dealer et les trucs, tu vois. Mais ça ne veut rien dire. C'est qu'on est français. Voilà. Il y en a plein qui sont... Quand on va dans le 16e, si un jeune vole dans le 16e, ils ne vont pas dire, le français blanc, il a volé. Non, c'est ça, tu as raison, c'est les Français, il faut juger leurs actes et non pas leur origine. Mais bien sûr. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est aussi une façon de communiquer. C'est pour renvoyer les gens à leur extériorité, à leur étrangérité. Et ça, c'est pour cultiver un peu ce fonds de commerce de certains, non? Oui, vous savez, moi, je ne suis jamais rentré dans les polémiques. Tout le monde me propose de faire de la politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, aujourd'hui, j'ai créé ma boîte au Sénégal qui s'appelle CBS. Je l'ai montée à Abidjan, qui s'appelle CBS. Mon combat, tout ce que j'ai fait en France, c'est de dire aujourd'hui, je suis prêt. J'ai trouvé des moyens grâce à des amis qui m'ont beaucoup aidé, des amis qui m'ont soutenu. J'ai eu des moyens et je suis parti en Afrique pour monter mon propre business. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais m'attaquer à l'emploi. Mais s'attaquer à l'emploi comment? Aujourd'hui, le problème de l'Afrique est riche. Le problème de l'Afrique
les gens sont formés. Le problème de l'Afrique, c'est ce qu'on nous propose qui n'est pas bon, des fois. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai monté un projet qui est très simple, qui s'appelle CBS, qui s'appelle je veux créer dans chaque pays 1000 emplois. C'est quoi? C'est de dire à des jeunes, d'aller prendre des jeunes, d'aller voir des chefs d'entreprise pour leur dire c'est quoi votre besoin. Ah, moi, j'ai besoin d'un livreur. J'ai dit ok, je te mets en place une personne qui est à ta disposition, qui est comme une conciergerie. Tout ce dont tu as besoin, il va chercher tes vêtements, tes chaussures du directeur, il va livrer les produits, il va faire des choses. Et sur le tas, et après, il va être formé. Il a un salaire, et après, il est formé. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de gens, la formation devient un business en Afrique. Beaucoup de gens arrivent, mais partout d'ailleurs. On forme des gens qui aujourd'hui, le lendemain, on les forme 15 jours en mois. On s'en met plein dans les poches. Le lendemain, ces jeunes qui sont formés, ils n'ont pas de boulot. Bien parce qu'il n'y a pas de budget. Et les États, ils font des efforts. Ils mettent beaucoup d'argent. Là, il ne faut pas. C'est ça le problème. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques africains doivent tirer des leçons de tout ça. Pourquoi? On a vu le printemps arabe. C'était un printemps qui était très, très fort. Un printemps de la jeunesse. On a eu un printemps africain qui va être beaucoup plus violent encore. Ils ont commencé. Ils ont fait partir à la matière douce le métro. Ils ont fait partir Blaise Compaoré. Et ça continue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est le nerf de la guerre. Et c'est là où les gouvernements ils se trompent. Ce n'est plus l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'information. Les jeunes sont informés aujourd'hui. De tout se sait aujourd'hui. Oui, avec les autres de la formation. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le problème de l'Afrique, c'est d'avoir beaucoup de matières premières et ses richesses? Parce que le problème de l'Afrique, vous avez parlé des gens brillants, on n'a pas parlé d'autres politiques. En Afrique, il y a quand même des politiques brillants, il y a eu des gens qui ont essayé de faire des choses, il y en a eu au Mali, il y en a eu au Sénégal. Est-ce que c'est pas effet de ces matières premières? Et c'est peut-être qu'il y a une nouvelle forme de colonisation où on empêche justement cette émergence ou cette capacité à se développer ou à pouvoir, on l'a vu avec controversé ou pas, on voit bien quand même que le problème de l'Afrique, c'est d'avoir beaucoup de richesses, non? Oui, vous savez, c'est très simple. Nelson Mandela, que vous connaissez, on parle des grands hommes, il a dit une phrase très simple. Il dit, ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous. Soyons des attractifs. Ça veut tout dire. Pourquoi on doit décider à notre place aujourd'hui? C'est ce que je dis. Pourquoi on ne crée pas aujourd'hui, plutôt que des partenariats comme ils appellent, avec l'Afrique, il faut de vraies coopérations. Coopérer, c'est la solidarité, c'est prendre en compte l'autre, c'est le développement endogène. Ce que tu veux faire, là, Bouna, quand tu dis qu'il faut créer des emplois, qu'il faut que les gens travaillent face à l'alternance parce qu'il faut que le gars soit formé quand il y a un emploi à la clé, débouché. En Afrique, on a besoin de créer des emplois, on n'a pas besoin d'emplois artificiels. Bien sûr. On a besoin d'emplois réels. Parce que là, aujourd'hui, on forme, on peut faire des universités 500 000 étudiants, mais déboucher d'emplois, c'est 10 ou 15, ça sert à rien. Enfin, ça sert. C'est important de faire des études. Attention, depuis tout à l'heure, on est en train de dire ça. Mais en réalité, aujourd'hui, l'important, c'est des études dans un domaine pour que les gens puissent être tout de suite opérationnels, travailler et apprendre un métier. Aujourd'hui, c'est très simple. Je vous dis, le nerf de la guerre, c'est l'information. Aujourd'hui, tout se sait. Quand les jeunes Africains, aujourd'hui, ils se révoltent, pourquoi? On se dit, on est le continent le plus riche. 60% de l'or du monde vient de l'Afrique. 70% du bois vient de l'Afrique. On a du pétrole, on a du gaz. Aujourd'hui, nous, au Sénégal, on a trouvé beaucoup de pétrole. En 2020-2021, on fera 200 000 barils par jour de pétrole. Écoutez, aujourd'hui, si les dirigeants ne s'occupent pas de cette jeunesse, mais ça va être partout pareil. Parce que les parents, c'est comme ici, ils sont laissés faire, ils ont subi. Aujourd'hui, nous, on ne se laisse plus faire. Moi, aujourd'hui, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ben oui. et c'est un peu ça, c'est que l'Afrique doit être conscient aujourd'hui que sa jeunesse a mûri. Et que moi, je suis bien content que des jeunes Sénégalais, des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, qui ne veulent même pas quitter l'Afrique pour venir faire les études en France parce qu'ils connaissent maintenant la réalité. Que beaucoup de jeunes, qui sont dans mon cas, beaucoup d'amis, ont fait leurs études ici et sont retournés en Afrique pour servir le pays et le continent. Et ça, on n'en parle pas. On parle des jeunes qui prennent des pirogues. Une pirogue ne contient pas
c'est triste parce que tout ça, on peut les stopper. Et aujourd'hui, on ne parle pas de ces 100 000 jeunes. On parle des 100 000 jeunes qui rentrent en France, mais on ne parle pas des 100 000 jeunes qui retournent en Afrique. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, on a l'impression que c'est la raison. Il faut quand même savoir que 80% des migrations se fait à l'interne de l'Afrique, en interne. C'est-à-dire qu'il y a que 20%, même pas 20%, qui sortent de l'Afrique. Bien sûr. Parce que c'est ça, et on l'oublie. Ça, c'est parce que quand on a l'impression que ce serait 80% qui voudraient sortir, c'est 80% des migrations, des mouvements de population se fait dans l'Afrique. Ouais. Mais vous savez, on est dans un bon pays et moi j'ai des amis. D'ailleurs, tout ce qui se passe ici aujourd'hui en France, aujourd'hui la France a besoin de cette immigration. Il y a le Grand Paris là qu'on monte là. Ils ont besoin de main-d'œuvre, des gens qualifiés, de maçons, de plombiers, de certaines choses. Moi je pense que l'immigration doit être réfléchie. Parce que c'est qu'on ne s'attaque pas. Moi, si j'ai un message à faire passer à Marine Le Pen, j'ai dit c'est bien beau que tu parles, tu cries sur tous les toits, rentrez chez vous. Mais sauf que tu oublies une chose, c'est qu'ils oublient une chose, tous ces politiques. Pourquoi on ne s'attaque pas à tous ces grands patrons, tous ces voyous, qui vont dans les foyers Sonacotra, qui veulent prendre des gens qui ne sont pas syndiqués, des gens qu'on va faire travailler dans les chantiers du matin au soir parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'on ne paye pas de charges, parce que ça coûte trop cher les charges. Mais on ne parle pas de ces gens qui ont construit la France, qui se réveillent tous les jours. Des millions de gens. Ouais, ce que tu disais, ça fait penser au sketch de Fernand, je ne sais plus quoi, qui disait rentre chez toi, le sketch, il disait rentre chez toi, ça va manger ce arabe, et au lieu de tu vas manger le pain des Français, etc. Et donc un jour, l'arabe est parti, et ben ils n'ont plus eu de pain parce que c'était le boulanger du village. Exactement. C'est ça un peu, non? Oui, c'est ça un peu, mais moi je suis, et je vous assure, hein, venez en Afrique et vous allez comprendre. Aujourd'hui, les pays, toute l'Afrique, ils se font des échanges. Aujourd'hui, les Marocains, ils vont être présents partout. Les Algériens. L'Algérie peut faire de grandes choses pour l'Afrique. Parce qu'il a la matière. Et il aide d'ailleurs. Vous savez. Et je pense que, comme Wade l'a dit, l'Afrique doit aider l'Afrique. On en a marre de ce système où on fait semblant de nous aider. Et aujourd'hui, ça doit se concrétiser par des actes concrets, comme tu disais, sur l'emploi de la jeunesse. Il faut qu'on mise sur la jeunesse. Quand on arrive dans des pays où il y a 70% de la population à moins de 20 ans, ça, il y a un vrai rôle à jouer. Et là, c'est ce rôle, Bouna, parce que l'émission a touché à ça, c'est ce rôle que veut jouer CBS, parce qu'on peut faire du business propre, du business qui permet la création d'emplois, qui permet d'avoir du gagnant-gagnant avec l'Afrique. Bien sûr, du business social. Vous savez... Parce que CBS, c'est le business social. Hein, oui, conseil en business social. Voilà. J'ai aussi toujours un journal qui s'appelle Le Temps des banlieues, qui est là. J'essaie de démontrer qu'aujourd'hui, un partenariat est possible entre là et l'Afrique. Un partenariat de gagnant-gagnant. Un partenariat. Moi, je ne veux plus les relations de dominant-dominé, ça c'est fini. On veut des relations de partage, nous les jeunes. Nous les jeunes, on n'est pas confrontés au racisme aujourd'hui. Parce que pour nous, tu ne nous aimes pas, on ne t'aime pas, on passe à autre chose. Le communautarisme, ce n'est pas nous. Vous savez, on fait tout pour s'intégrer. On a les téléphones, les plus beaux téléphones, c'est nous qui l'avons. Dès qu'ils sortent quelque chose, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui faisons des efforts pour parler français. On s'adapte à toutes les langues. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas français du tout, qui ont leurs propres écoles, des communautés, qui ont leur propre business, on ne les touche pas. Mais nous qui voulons s'intégrer, où on fait des choses, où on se donne à fond, comme nos parents, ils ne veulent pas. Et puis, tous les jeunes dans les quartiers ne sont pas des fous furieux. Il y a des mecs qui ont envie, qui se donnent tous les moyens pour s'en sortir. La France doit être consciente. Oui, mais ils confondent des petites minorités de 1 ou 2% et ils essaient de jeter l'opprobre sur toutes les populations, ce qui est, comme vous dites, je pense qu'il faut qu'elles soient conscientes de cette richesse qu'elle est. Parce que quelqu'un comme vous, Bouna, vous êtes un véritable ambassadeur avec l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Avec le Sénégal, la CEDEAO. Bien sûr. Si la France s'appuyait sur ses enfants qui ont des origines, qui ont justement cette double nationalité, ce sont de véritables passerelles humaines. C'est une richesse, c'est une force pour le marché africain. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut que les gens qui nous écoutent, et je sais que vous êtes convaincus peut-être dans des choses, l'Afrique, c'est le marché de demain. C'est là où tout va se jouer pour le monde. Mais grand, moi, j'avais aucune chance pour réussir dans ce pays. T'es noir, autodidacte, t'as pas de diplôme, t'as rien. Vous savez,
j'ai discuté avec un ami, Sam, qui me disait que, tu sais, rien n'a changé. Il me dit, c'est les arnaques encore, des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont moins de 30 ans, qui sont à côté de Macron. Mais des gens comme nous, non, on n'est pas dans leur... moi, Quel que soit le président, on n'est pas sur la photo. on n'est pas sur la photo. De gauche comme de droite. Hein. Exactement. Pourquoi? Parce que je ne sors pas de ces grandes écoles. Parce que je n'ai pas les mêmes codes. Alors que moi, je peux être 10 000 fois plus efficace. Et c'est ce que je fais. Je dis chaque année, j'amène à peu près 200 élus qui viennent pour là. J'ai mon journal qui marche très très bien, qui s'appelle Le Temps des banlieues. Je monte d'autres projets ici. Je fais la promotion de la France à l'étranger. Je fais la promotion parce que je remercie toujours la France. Mais aujourd'hui, des gens comme nous, on n'a pas notre place à côté d'eux. Et c'est ça qui est dommage. Eh ben, Bouna, justement, ce que tu dis ça, c'est je fais pas cette chose. Justement, tu as ta place. Parce que eux, ils ont les codes. Mais justement, comme c'est les mêmes codes qu'ils ont, au bout d'un moment, ça devient uniformité et ils tournent en rond et c'est pas créatif. Toi, tu as un atout, c'est que tu réinterroges les codes. Justement, comme tu les as pas, tu les réinterroges. Ça a été le même cas avec les femmes qui ont porté le plus-value, parce que les femmes, elles n'avaient pas les codes en son temps, et elles ont réinterrogé. Et si on n'a pas des gens comme toi, autodidactes, qui viennent réinterroger les codes, c'est comme ça qu'on arrive à une société uniforme, et qu'on arrive à penser tous de la même façon, en pensant qu'économiquement, il faut faire comme ça, qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Et bien, avec des gens comme toi, on réinterroge les codes. Et donc, on peut trouver des solutions ou aménager des choses qui font que, en réinterrogeant le système, parce que le système, on le réforme en le réinterrogeant. Si on ne réinterroge pas un système, il ne se réforme pas, non? Effectivement. Je pense que, comme nos grands-parents, vous savez, qui sont beaucoup donnés pour ce pays, on ne peut pas balayer comme ça l'histoire. Il y a des gens qui ont l'amour. Tu vas dans certains pays, ils ont même le drapeau français chez eux parce qu'ils ont fait la guerre ici. Et je pense que la France doit être consciente, et je le redis, la chance qu'ils ont. La chance. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à la France, moi, parce que la France m'a accueilli. Mais juste, j'ai un constat à faire. C'est de dire, vous avez la chance. N'importe quel pays dans le monde serait content d'avoir cette diversité, d'avoir des Noirs, d'avoir les Portugais, d'avoir des Arabes, d'avoir des Métis. Vous avez vu le métissage qu'il y a dans nos quartiers entre les Arabes et les Noirs, entre les Arabes et les Français, entre les Noirs et les Français. Les gens se mélangent. Mais parce qu'on a grandi dans ça. On a évolué dans ça. Maintenant, je vous dis, on a dépassé cette étape. Il faut que, vous savez, le monde est devenu un village. Il faut que la France comprenne que le monde est devenu un village. Mais ici, j'ai l'impression que quand tu retournes, c'est toujours le même débat. Un exemple, parlons de l'islam. Je suis musulman. Je m'appelle Camille. Je suis musulman. Je vous assure, le président du Sénégal, le premier président, il était chrétien. On n'a jamais de problème de religion. C'est ici où on vous parle de la religion. Je vais au Maroc. Je reste des fois 3 semaines. Mais on me parle. Il n'y a jamais de problème entre les chrétiens et les musulmans et les choses. On va en Algérie. On n'a pas ces problèmes. Pourquoi? C'est en France, on transporte tous les problèmes ici. C'est là où, dès que j'arrive, je vois que, et vous avez dit quelque chose de très important. Les gens, ils font que ce qui les arrange, les politiques, en vérité. Régner, diviser pour mieux régner. Parce que moi, chez moi, j'ai pas ce problème. On va dans nos quartiers, on n'a pas ce problème. Maman, Michel, il vient manger chez Mamadou du Tchèb. Toi, tu as goûté au Tchèb. On goûte au couscous. Les frites, la maman, elle sort le plat et le donne à la famille française qui est en face. Pourquoi les politiques veulent toujours ramener les choses là où ils ne sont pas? Et c'est là où les populations aujourd'hui commencent à se réveiller. À dire, mais on subit tous. Même les Blancs, ils disent, mais on subit tous. C'est archi faux tout ce qu'on dit. Il n'y a pas un Africain qui viendra ici pour voler le pain des Français. Il n'y a pas un immigré qui viendra aussi pour prendre la place. Aujourd'hui, je vous assure que le Grand Paris, tout ce qui se construit en France aujourd'hui, allez-y sur les chantiers, ils ont un problème de main-d'œuvre. Tout à fait. Qualifiés. Que ce soit des maçons, des menuisiers. Et ils ont besoin, ils vont même chercher dans d'autres pays de l'Est pour. Alors que il y a déjà sur place du monde ici qui cherche du travail. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin de virtuel. Il faut que les choses, ça soit du concret. Et moi, je suis
je me considère ni malien, ni sénégalais, ni ivoirien. Parce que ma grand-mère, elle est guinéenne. Mon père est sénégalais. Ma maman est malienne. OK? Bounama, c'est un nom qui vient arabe. Cher Bounama. Et donc, vous savez, donc, pour moi, je suis tout simplement un citoyen du monde. Et ça, c'est important. Et souvent, les politiques, ils me disent souvent, ouais, quand je les rencontre, quand je discute avec eux, ouais, mais si tout le monde était comme toi. Mais tous les jeunes sont comme moi. Bien sûr. C'est juste que moi, je n'ai pas ce problème d'identité. Ben, en tous les cas, vous là, parce que en tous les cas, sur ce message en disant, il faut qu'ils regardent les gens comme ils sont, il faut qu'ils arrêtent dans les trucs. Je pense que vous avez délivré un message qui peut être intéressant. Et votre parcours montre aussi à ceux qui nous ont regardés que c'est possible quand on a la volonté. Donc en tous les cas, merci d'avoir présenté votre parcours ici. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.